Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 30e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Livia Arcé. Livia est psychologue clinicienne, comportementaliste canin et pratiquante en thérapie assistée par l'animal. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Django, Nazca et Néliel, petits chiens loups inuits du Nord fraîchement arrivés. Avec ses multiples casquettes, Livia revient sur son expérience et sa connaissance du puppy ou doggy blues. Phénomène dont on parle assez peu et qui pourtant est très fréquent, Livia revient avec expertise, bienveillance et compassion sur ce qui se passe pour l'humain à l'arrivée d'un chien. Comme d'habitude, vous saurez tout ou presque de ce sujet passionnant qui mêle encore une fois psychologie humaine et comportement canin. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Livia. Eh ben salut Livia. Coucou. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Je suis ravie de t'accueillir sur La Niche. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est normal, ça me fait plaisir aussi. On va commencer par les présentations. Ouais. Qui es-tu, Livia? Je m'appelle Livia, moi j'ai bientôt 25 ans. Moi je suis psychologue pour humains. Et à côté, je me suis formée en comportement canin pour pouvoir normalement, à la base, pas du tout exercer en tant que comportementaliste, mais pour pouvoir faire des thérapies assistées par l'animal. Mais du coup, les plans ont changé et puis voilà, je fais les 3. Ok, ça marche. Donc, médiation animale, c'est ça? Thérapie assistée par l'animal, oui. Pas tant médiation. C'est un autre sujet, mais effectivement, là, c'est plus tout ce qui va toucher à toutes les activités que tu peux faire dans le milieu du soin et de l'aide à la personne avec un animal. Là où les thérapies, c'est vraiment tout ce qui est géré par un thérapeute en amont. Et du coup, il y a toute une visée de séance, de consultation, etc., et de travail avec l'animal. D'accord, ok. Hyper intéressant, ça commence bien. Bon, tu as plusieurs chiens, je crois. Est-ce que tu peux nous les présenter? Oui, alors du coup, je les regarde en même temps. J'ai Django, qui est un berger allemand qui a 8 ans maintenant. Nazca, qui est aussi un berger allemand, une femelle, elle par contre, qui a 4 ans. Et le petit dernier, Néliel, qui est un petit inuit du Nord, un type de chien. Et qui a 6 mois. 6 mois à la terreur. Et il dort paisiblement, donc ça va. On est là pour en parler. Oui. Je voulais revenir un peu avant ça sur ton expérience antérieure avec les chiens, avant d'avoir les tiens. Est-ce que toi, tu as toujours grandi avec des chiens ou est-ce que, une fois grande, adulte, tu t'es dit go, je me lance? Alors pas du tout. Et en plus, c'est un truc que j'avais pas mal entendu sur tes différents podcasts avec, je pense un petit peu comme tout le monde, j'ai eu des chiens depuis toujours. Moi, jamais. Mes parents n'ont jamais eu de chien. Mon papa est bolivien, alors il y avait des chiens, mais c'est des chiens qui vivent dans la rue. Donc c'est pas vraiment, le lien, l'animal, tout ça c'est bien différent. Et du coup, jamais, de nulle part, je n'ai aucune idée d'où ça vient. Je travaille encore ça avec ma psy, je n'ai aucune idée d'où ça vient. Mais depuis petite, je veux des chiens et je veux du berger allemand. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où, je ne sais pas... Mais ça a toujours été berger allemand. Sur Nintendo, j'avais que des bergers allemands. que ça. On est de la même team. Tous en pension, c'était terrible à chaque fois. Mais ouais, du coup, non, pas du tout de chien avant. Django, je l'ai eu quand j'avais 16 ans. Ok. Je pense que mes parents en avaient marre, très clairement. Je pense aussi que j'ai lu des bouquins de manipulation pour pouvoir les forcer à m'offrir un chien. Mais finalement, ça a bien tenu. Et c'est aussi une belle preuve d'humilité, je trouve, un petit peu au quotidien, là où des fois on peut dire oui, mais trop jeune pour avoir un animal, etc., etc. Alors sans faire des généralités, il y a plein de personnes qui, comme moi, ont eu un chien jeune et finalement, on a fait des erreurs, nombreuses. Mais je crois qu'il n'est pas trop mal, là, le monsieur Jean-Jean. C'est cool. Ouais. Mais du coup, non, pas d'expérience avec les chiens avant ça. Ok. Mais bon, tu as quand même ton premier qui t'est arrivé à 16 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre un chien aussi tôt? Parce que c'était quand même tôt. C'était ton chien à toi ou t'étais encore chez tes parents, j'imagine? Ouais, j'étais encore chez mes parents, mais c'était vraiment mon chien à moi. Je bougeais déjà beaucoup. Et du coup, non, il m'a vraiment accompagnée un peu partout. Et je sais pas, ça a toujours été vraiment une évidence pour moi et je me suis toujours vue avec un chien. Mais dès toute petite, je sais que ma maman, elle me disait qu'à 3-4 ans,
Quand on se baladait, je disais déjà ce serait bien d'avoir un chien. Ma mère était déjà en dépression à l'époque, genre non. Ok. Et du coup, pour revenir un peu sur ces choix de race que tu as fait, donc berger allemand à fond, et là, chien-loup, du coup, pourquoi avoir changé du berger allemand? Pourquoi avoir choisi le berger allemand? Pourquoi avoir choisi le chien-loup? Je sais pas vraiment exactement du coup pourquoi le berger allemand. En fait, j'ai toujours voulu le berger allemand, mais je sais déjà que j'avais déjà... Ma maman italienne, on va souvent en Italie, et en Italie, il y a vraiment beaucoup de chiens-loups. Depuis toute petite, je voyais du coup des chiens-loups et je me disais, plus tard, j'en voudrais un. Et en fait, dans la recherche avant de prendre Djanguito, dans ma tête, j'avais chien-loup, berger allemand, et de tout ce que j'avais lu, il valait mieux prendre un berger allemand avant, entre guillemets, en préparation d'un chien-loup. Ouais. Et du coup, j'étais partie sur le berger allemand. Et puis, Nazca est arrivé 4 ans après, un peu par surprise. Et puis, j'aime beaucoup le berger allemand. J'aime beaucoup son entièreté. J'aime beaucoup son caractère. Mais c'est vrai que, après, j'avais décidé de me porter sur un chien-loup, comme je le voulais au départ. Mais j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps parce que c'est un milieu qui est... je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais qui est très... Il y a de tout. Et surtout du pas super trop cool. Du coup, j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Enfin, je sais que avant Nazca, déjà, je cherchais des élevages corrects. Et je me renseignais sur les différentes races, sur les différents types de chiens-loups. Là, en fait, si j'avais pas pris sur cette portée-là, je ne sais pas, je pense que j'en aurais toujours pas. Ok. Je pense que ça réunissait absolument pas tous mes critères qui pourtant me semblent pas non plus dingues. Mais voilà. Du coup, je sais pas énormément pourquoi. Le chien loup, je sais que c'est beaucoup par rapport à son caractère et parce qu'il n'a pas le côté berger. Alors ça va dépendre de quel type de chien loup, hein, encore une fois, mais le berger allemand, il y a quand même quelque chose où... il y a quand même quelque chose d'une hypervigilance et d'une protection et d'une défense où j'adore ça, mais dans un autre côté, des fois au quotidien, c'est une grosse charge mentale. Parce qu'on fait vachement gaffe. Là où j'ai l'impression que sur certains types de chiens loups, en tout cas, on est moins là-dessus. Il y a d'autres difficultés, il y a d'autres challenges, on est au clair là-dessus, mais on est moins sur ces modalités qui sont des fois un peu prenantes. Du coup, je voulais revenir un peu sur ton histoire avec tes chiens. Comment est-ce qu'ils sont rentrés dans ta vie? À quel moment de ta vie ils sont arrivés? Comment se sont passés l'intégration dans ta vie, dans ton foyer? Djanguito, il est arrivé du coup quand j'avais 16 ans. C'est assez spécifique Djanguito parce que du coup j'étais encore chez mes parents. Une famille assez traditionnelle avec des caractères qui sont bien trempés et puis une idée de la place du chien. Et puis moi je suis en Alsace donc le berger allemand c'est toute une institution. Donc on était aussi guidés par des pros en ultra tradi, c'est pas forcément génial. Mais du coup ça nourrissait toute une image du chien, du berger allemand, etc. etc. Et ouais, monsieur Jean-Jean il est arrivé là-dedans. Il est arrivé aussi à une période où, moi, à 16 ans, j'étais en vie d'amour et d'eau fraîche. La société, c'est trop nul. Enfin, bon, bref, voilà. Mais du coup, ça m'a permis d'envoyer pas mal en l'air aussi tous ces trucs de hiérarchie, de dominance. Donc ça, c'était plutôt pas mal à la fin. Donc lui, il est arrivé là-dedans. C'est vraiment le bébé de la famille. Nazca, elle est arrivée quand j'avais 20 ans. J'étais dans la fin de ma licence. Nazca, ça a vraiment été le chien des changements concrets. Parce que du coup, pendant Nazca, je me suis inscrite à une formation. À la formation du coup d'éduquer comportementaliste, je commençais vraiment à lire, à écouter des conférences, lire des articles et tout dessus. Donc Nazca, elle est arrivée dans un contexte où déjà j'étais plus dans une idée d'autonomie. Et ça se voit. Ça se voit parce qu'on a un lien qui est quand même assez étroit avec la petite Nazcouille. Et Nelloul, il est arrivé du coup il y a 4 mois. Totale autonomie, total freestyle, génial. C'est l'électron libre du groupe. Aujourd'hui, on va plutôt parler du puppy blues / doggy blues. En préparant cet épisode, tu me disais que Néliel, ça a été complètement la traversée du désert par rapport à ce sujet-là, alors que ça n'a pas été le cas avec les deux grands, c'est ça? Non, ça n'a pas du tout été le cas avec les deux grands. Djanguito, ça a été tout de suite... En fait, Django a un caractère qui est très calme, très posé. C'est vraiment une force tranquille. Mais vraiment, quand je me pose à côté de lui, c'est toutes mes énergies se posent. C'est assez dingue. Et du coup, il a toujours été quelque chose de très stable pour moi. Mais dès petit, il est né vieux, ce chien. C'était un vieux. Il faisait pas de blagues, il était pas drôle, il faisait que des trucs d'adultes dès petit. Enfin, c'était... Ouais. Et du coup, non, je n'ai pas du tout eu ça. Enfin, c'était tout de suite quelque chose de très... Ouais, je sais pas. C'était un super pote pour moi. Nazca aussi, mais du coup, de l'autre côté. Nazca, c'était un bordel.
Mais c'était un bordel qui faisait du sens pour moi. Du coup, je sais pas, j'ai jamais eu... non. Nalnoul, il est arrivé. Et pourtant, j'ai préparé plus que les deux autres son arrivée, du coup, parce que, voilà, chien loup, j'en voulais depuis un moment. Puis j'ai cherché beaucoup d'élevage. Et puis je compte plus le nombre d'heures de recherche que j'ai passées. Et puis je suis allée le voir pas mal de fois quand il était petit. Je connais très bien son papa. Je connais plutôt bien la maman. Je connais d'autres chiens de la lignée et tout. Voilà, j'ai vraiment... j'ai investi son arrivée. Et quelque part, je me disais... Parce qu'avec Néliel aussi, j'ai du coup une bien meilleure connaissance de moi-même. / thérapie depuis 5-6 ans. Et du coup, je savais bien que ça allait me chambouler. Mais je pensais pas que ça allait me chambouler comme ça. Du coup, il y a quelque chose où, quand il arrivait, je me souviens très bien que Morgane, qui est une amie très très proche, qui m'a bien guidée, accompagnée tout du long, je me souviens qu'elle m'avait dit « ça va, du coup, t'appréhendes un petit peu ?» Et moi, j'avais dit « je sens que ça va être... je sens qu'il va y avoir un truc, mais je le prends vachement à la cool. » Et quand j'y repense, je me suis dit « mais quelle défense que j'ai mis en place !» Et ouais, je me souviens avoir dit ça, et puis après, il est arrivé, et puis ouais. Il est arrivé, et puis super à l'aise. Mais c'est des images, je sais que comme ça va... Je sais pas si ça va beaucoup parler, mais du coup, c'est une autre amie qui est venue avec moi, Camille, qui est venue avec moi chercher Nel. Et puis alors, trop mignon, trop pipou et tout. Et puis on va dans la voiture, et il était super calme, on avait 3h30 de route. Il a dormi, tout du long, sur les genoux de Camille. Un cœur, un vrai cœur. Et alors qu'il était malade et tout en voiture, enfin je veux dire, il a bavé et tout, mais il est trop chou. Il est arrivé, j'ai ouvert la porte de chez moi. il a sauté partout. Sur le canapé, sur les coussins, sur la table, sur les chaises. Et là, je me suis dit, ok. Je sais pas pourquoi. Il y avait une partie de moi qui se disait, c'est trop bien, il a peur de rien, il est super à l'aise, il est chez lui, le mec. Et de l'autre côté, ça me faisait vraiment l'effet de, tu sais, quand t'invites quelqu'un chez toi et que la personne est super à l'aise et commence à toucher partout. Et toi, t'es là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est là où je me suis dit, ouf, ok. On va voir. La rencontre avec les deux grands, ça s'est passé comment? Du coup, les deux grands étaient allés les voir plusieurs fois avant. Ouais. Donc, ils l'avaient déjà vu 2-3 fois. Et ça s'était super bien passé. Néliel, de ceux qu'ils avaient vus, des cheveux de la portée, Nel, c'était vraiment celui, il est venu prendre les odeurs tranquillou. Et puis après, il allait faire sa vie. Et il était super respectueux. Et ça, pour le coup, dès son arrivée chez moi, Django l'a laissé physiquement approcher ultra rapidement, quasi instantanément. Chose qui n'est jamais arrivée avec tous les chiens que j'ai pu avoir en famille d'accueil, et même tous les chiens en général, où Django, c'est vraiment... Je veux dire, Jean-Jean, c'est Jean-Jean, quoi. Faut pas trop le coller, faut pas trop l'approcher. Les interactions, non. Pas qu'il soit mal à l'aise, mais ça lui plaît pas. Okay. Alors que là, Nel, dès le premier soir, il a dormi... Django est allé se coucher à côté de Néliel pour dormir, dès la première nuit. Ah ouais. C'est pas un truc. Ouais, bah, après, je pense que c'est parce que Nel a une com qui est vraiment incroyable, avec Django en tout cas. Ouais, ça c'était chou. Ok. Et avec Nazca? Et avec Nazca, ça se passait bien. La rencontre s'est bien passée, franchement, ça allait. Mais au bout de 2-3 jours, je sais pas pourquoi, je saurais pas expliquer d'où ça vient, mais il a commencé à rediriger sur elle toutes les émotions qui pouvaient le traverser. Il cherchait dans la pièce où était Nazca, il courait, il la chopait, il verrouille, et puis il lâche plus. Et il a commencé à faire ça. Au début, je me suis dit, oh bon, c'est un chiot, au niveau d'énergie, grand besoin masticatoire. Du coup, j'ai commencé à mettre pas mal de trucs en place et tout. Et puis, je commençais à chercher à droite et à gauche. Je suis suivie par d'autres éduques canins aussi, parce que c'est important pour moi. Je pense que je suis pas forcément objective sur ce qui m'arrive à moi. Mais ouais, très très vite, il a commencé à rediriger assez fort, assez dur. Et Nazca s'exprimait bien, hein, du genre, elle se tendait, elle grognait, elle montrait les dents, enfin... Hormis le mettre en charpie, on peut difficilement faire plus à ce moment-là. Mais il n'en a rien à faire. Quand je dis rien à faire, c'est rien à faire. J'ai jamais vu ça. Alors qu'à côté, il s'approche de Django un peu trop excité. Django a juste à tendre la queue. Et Nel est en mode « Ok, je bouge. Je laisse tranquille. » Nazca, elle est tout croc dehors. Et il s'en fiche. Ah là là. Et ça, ouais, ça a été assez... Ouais, ça surtout. Dès qu'il y avait de l'excitation, dès qu'il y avait quelqu'un qui vient à la maison, moi qui bouge et qui met mon gilet de sortie des chiens. Oui, il l'a très vite assimilé et du coup, papa puis cherchait et puis il la chopait. On va dans le jardin. Pour lui, c'était synonyme de jeu. Il la chopait, il la harcelait de fou. Est-ce que tu dirais que c'est comme ça que ton puppy blues a commencé? Non.
Je pense que ça a empiré le puppy blues. Mais le puppy blues, il a commencé de quand il a mis ses pattes chez moi, en fait. C'est vrai? Ouais, très honnêtement, il n'y a pas de... Mais il a mis les pattes, puis comme je t'ai dit, tu vois, il a couru partout et tout. Et là, je me suis dit... En fait, là, voilà, j'avais le côté, c'est trop cool, il a peur de rien, il est super à l'aise. Et l'autre côté de me dire, oh bordel, ça me fait bizarre. Et puis après, j'ai juste une scène où je me souviens que j'avais envoyé un vocal en pleurant à Morgane et Cécile, du coup, qui sont les deux amies super proches. On était vraiment, Django, Nazca et moi, sur le canapé. Et Nélia, elle était par terre en face du canapé et il nous regardait. Et j'ai vraiment cette scène où Django, Nazca et moi, on regarde Nélia, genre, bon, on fait quoi maintenant? Ok, il est là. Et maintenant? Du coup, on se regardait vraiment comme ça, genre, bon, on fait quoi avec lui, du coup? On lui donne quoi? On l'occupe comment? Ça faisait vraiment le truc un peu étranger dans la baraque. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, wow, j'ai des difficultés à voir qu'il est mignon, j'ai des difficultés à me dire que c'est trop bien tout ce qu'il fait, j'ai des difficultés à m'attacher à lui, j'ai des difficultés à voir que c'est mon chien. C'est plein de petits trucs. On me disait, mais t'as combien de chiens? Des trucs comme ça. Et je disais, bah, j'en ai 2. Oui, enfin, il y a lui. Oui, il est là depuis pas longtemps, lui aussi. J'en ai 3, du coup. Ok. C'est dans des petits trucs comme ça où je l'avais pas du tout intégré dans mon schéma familial. Je l'ai pas intégré dans le groupe tout de suite. Ouais, j'avais du mal à ce qui faisait ou ce qui empêchait notre quotidien. Alors que c'est normal qu'un chiot on prenne son rythme, etc., etc. Il y avait il y avait clairement la partie consciente de moi qui me disait c'est normal, c'est un chiot, c'est un bébé, il faut du temps et tout et tout. Et puis il y avait l'autre partie de moi qui me disait mais je peux pas vivre normalement, c'est terrible pour moi, c'est très difficile. Enfin, il y avait des trucs comme ça. Mais le coup de s'en prendre à Nazca, c'est juste que ça a empiré. Parce qu'il y a eu un moment où c'est passé, cette période-là. Mais ce qui était très difficile pour moi, c'est que ça a commencé après avec Nazca à devenir de plus en plus fort, avec des réactions de Nazca qui étaient de plus en plus compliquées pour elle. Mais ouais, ça vient vraiment, je pense, dans un second temps, c'était vraiment la complication. Mais ouais, je pense que Nel, vraiment pour le coup, enfin, il faut vraiment différencier, c'est pas du tout lui, ça n'a pas du tout été lui. Ça a vraiment été le fait que moi je suis une personne qui a une construction qui je touche à tout, je vais à beaucoup d'endroits, je suis super baroudeuse, je suis super voyageuse, j'ai aucun problème à lâcher ce que je connais, à me plonger dans l'inconnu, etc. Mais ça je me le permets parce que je sais que j'ai des bases qui sont vraiment solides, j'ai un socle qui est vraiment solide et c'est ça qui me permet de m'autonomiser. Et en fait là c'est un événement qui a chamboulé toute ma base. Du coup ça m'a mis en état d'alerte, d'hypervigilance absolument totale. Et d'angoisse totale. C'est vraiment ça que ça a touché chez moi et que j'ai tout fait de fou avant en disant oui, je pense que ça va changer un petit truc. Mais pour le moment ça va. Ouais, pour le moment ça va parce que j'avais ma base et que du coup quand on a une base qui est solide, on se dit bon, tout ce qui peut arriver en soi ça va. Jusqu'à ce que cette base soit effractée. Après il faut bouger tout le monde, faire de la place en plus. Et je pense que ce qui joue aussi, c'est que moi je suis seule avec mes chiens, donc j'imagine que quand on a un conjoint ou une conjointe, il y a aussi quelque chose où quelqu'un à la maison peut prendre le relais. Enfin, il y a quelque chose où c'est un peu plus dilué et nuancé. Là où c'était pas forcément mon cas. Ok. Alors, le puppy blues, c'est un sujet dont on me parle hyper souvent. Je crois depuis le premier épisode de ce podcast, il me semble qu'on en avait parlé avec Manon. Et genre, c'est vraiment un sujet dont les auditeurs me parlent vraiment, vraiment très souvent. Donc, je suis trop contente de faire ce sujet-là avec toi aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur les définitions, sur ce qu'est le puppy blues, d'où ça vient? Et je pense qu'on peut l'assimiler quand même assez étroitement au baby blues humain, parce qu'il existe aussi. C'est pas un sujet dont on parle beaucoup, je crois. On commence un petit peu à en parler un peu, mais je pense qu'on le subit un peu plus malgré nous que ce à quoi on peut se préparer. Oui, je pense que c'est pas super connu. Mais juste que la définition n'est pas super connue. Enfin, je sais que moi, par exemple, quand j'en avais parlé, parce que du coup, sur mes réseaux, je suis assez transparente sur ce que je vis. J'en avais parlé. Et je sais que j'ai reçu un nombre incalculable de messages. Alors, de soutien, d'une part, mais surtout de messages pour me dire, mais en fait, j'ai pleuré pendant 3 jours. Parce que tu as mis des mots sur ce que j'avais vécu avec mon chien. Et des personnes qui savaient même pas que ça existait, qui savaient pas que ça portait un nom, et surtout qui savaient pas que c'était dans une forme de normalité, que c'est ok, en fait, de passer par là. Pour les définitions, moi, je me suis quand même basée sur le DSM-5, qui est le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux. En gros, c'est vraiment un recueil de ce qu'on appelle les troubles mentaux, et puis il est étroitement lié avec la classification internationale des maladies de l'OMS, qu'on appelle la CIM. Mais c'est vraiment un descriptif des symptômes, et puis c'est pas vraiment un questionnement sur l'origine. Mais bon, c'est une base pour moi. Du coup, dans les définitions, on avait parlé de baby blues,
qui est aussi ce qu'on appelle aussi le syndrome du troisième jour. Alors chez la femme qui vient d'accoucher, on définit vraiment ça par toute la labilité émotionnelle, le sentiment de vulnérabilité, la difficulté à faire face à la situation. Et c'est vraiment des symptômes qu'on cible dans l'apparition entre le 3e et le 5e jour. Il est assez fréquent, ce symptôme du baby blues. La psychose puerpérale, elle, il y a une notion beaucoup plus brutale et un peu plus longue. C'est du coup entre, en général, le 3 et le 15e jour, je crois, 14e ou 15e jour, après l'accouchement. Il est beaucoup plus rare. Disons que, en tout cas, le tableau clinique, il comprend, je crois que c'est 3 composantes. C'est tout ce qui touche autour de l'humeur, avec un spectre dépressif qui est assez important, et des délires de persécution couplés avec un état confusionnel, en général. Pas rentrer dans les détails, mais on en parle au niveau des troubles psychotiques, qui sont déjà plus importants, plus, entre guillemets, graves. Ok. Pour la personne. La dépression postpartum, qu'on couple beaucoup plus en fait avec tout ce qui touche alors déjà au bio, mais aussi au social. Donc c'est vraiment un modèle bio-psychosocial, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et du coup, on le couple avec alors, tout ce qui touche aux changements hormonaux et biologiques chez la femme, donc avec une grosse chute hormonale. On parle aussi de quelques prédispositions génétiques et beaucoup de prédicteurs psychosociaux. Donc des antécédents de dépression ou d'anxiété durant la grossesse, des événements de vie qui sont super stressants, peu de soutien social, des personnes qui sont peu entourées. Tout ça sont quand même des facteurs assez précipitants. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est les 3 grosses définitions pour un peu mieux comprendre. Ouais. Ok. En fait, ce qu'on entend dans ces 3 phénomènes-là que tu viens de définir, c'est que ça concerne à chaque fois un accouchement et donc ça comprend une dimension hormonale qui n'est pas le cas quand un chien arrive. Alors, il y a sûrement des choses qui se jouent sur le plan hormonal au niveau de l'attachement naissant, etc. Mais j'imagine quand même que ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe après un accouchement. Et ce qui est rigolo, c'est que pour autant, on peut quand même ressentir des choses similaires parce que notre vie est chamboulée, parce que nos attentes font face à une réalité qui peut être différente, parce que c'est le final de notre préparation, de la pression qu'on a pu se mettre jusque-là. En fait, dans les 2 cas, ça reste l'arrivée d'un nouvel être dans notre famille. Oui, totalement. Alors, je ne suis pas trop habilitée pour parler de tout ce qui peut se passer au niveau physique et chimique dans notre corps. Après, je pense que d'une certaine manière, il doit aussi y avoir des hormones qui sont libérées quand il y a des gros changements, que ce soit de stress ou autre dans nos vies. Donc, peut-être qu'il peut y avoir aussi une chute hormonale, mais on ne la compare absolument pas à toutes les hormones que peut avoir une femme enceinte après l'accouchement. L'idée, ce n'est pas de comparer au niveau factuel l'accouchement avec l'arrivée d'un chiot, mais plus de comprendre qu'il peut y avoir des ponts en termes de liens et en termes de changement de vie, tout simplement. Parce que c'est pas comme acheter une nouvelle voiture. Là, c'est vraiment accueillir un nouvel être dans sa famille et dans son quotidien. C'est être responsable d'un nouvel être vivant au quotidien. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent faire écho à plein de choses du vécu de la personne. Et c'est là où, pour moi, on peut faire des liens avec, du coup, le baby blues. Et je pense que c'est pour ça qu'on appelle ça le doggy blues ou puppy blues. C'est parce qu'il y a des liens évidents qui peuvent être faits, même dans les vécus, pour des femmes qui ont vécu un baby blues et des personnes qui ont vécu, du coup, un doggy blues à l'arrivée du chien. Qui le disent assez clairement, d'ailleurs. Oui, bien sûr, j'ai vu des ressemblances entre les deux. Quand j'avais fait mes stories sur l'arrivée de Néliel un peu après, on m'avait aussi... Donc, j'avais eu plein de types de retours, mais j'avais eu aussi un bon nombre de retours sur des personnes qui me disaient que là, pour le coup, je tombais vraiment dans l'anthropomorphisme et que, voilà, elle me soutenait pas là-dedans, quoi. Dans le sens où là, voilà, de dire que tu vis la chose difficilement, ok, mais de là à tomber dans l'anthropomorphisme, c'est très peu professionnel, etc., etc. Bon, ça m'a fait un petit peu sourire déjà parce que je pense que leur action là ne m'est venue en aide d'une aucune manière. Je pense que c'est déjà pas du tout ce dont j'avais besoin. Mais en plus, c'est totalement hors sujet. Parce que du coup, l'anthropomorphisme, c'est vraiment prêter... Alors ça a plusieurs définitions d'ailleurs, mais si on veut le cibler au niveau des chiens, c'est vraiment prêter à l'animal des comportements, des émotions, des intentions humaines. Là, on parle pas du tout de l'animal. En fait, je pourrais presque me passer de parler de l'animal. C'est vraiment le vécu de l'humain et quelle résonance a cet événement d'accueil d'un nouveau chien dans la famille avec le vécu de l'humain, son ressenti, sa réaction, qu'est-ce que ça signifie pour lui et les conséquences que ça peut avoir. Donc c'est presque indépendamment de l'animal. Du coup, c'est hyper intéressant et je suis hyper contente de parler de ça parce que pour revenir un peu sur moi, ce que j'ai vécu quand Charlie est arrivé, moi aussi j'ai traversé une bonne phase de puppy blues. Alors, elle n'a pas été très intense, mais j'ai eu du mal. Et en fait, je ne me rendais pas trop compte que c'était ça à ce moment-là. Je l'ai découvert bien plus tard. Mais c'est vrai que Charlie, j'ai mis
j'ai bien mis peut-être 4, 5, 6 mois peut-être avant vraiment de... Moi, je sais pas, de me dire que c'était mon chien. Tu vois, pareil, un peu ce que tu décrivais. Enfin, voilà. En plus, il était... c'est un chien de chasse, donc de base, il est quand même assez indépendant et pas hyper collé à nous. Il aime pas trop les manipulations, il aime pas trop les câlins. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais au début, c'était pas du tout le cas. Donc, il était jamais vers nous, il venait jamais demander de câlins. Alors, il faisait ses conneries dans son coin, mais c'était toujours... Il y avait beaucoup de distance physique entre nous. Et donc ça, plus voilà, tout ce qu'un chiot amène, où il faut tout surveiller, il faut être en hyper-vigilance. Voilà, moi, c'était mon premier chien aussi. Et donc, c'était beaucoup de pression, en fait. Et beaucoup de pression aussi parce que je vivais chez mon compagnon avec ses enfants et que voilà, j'avais peur qu'il abîme des choses et qu'il n'était pas forcément à moi. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de choses qui entouraient ça. Mais c'est vrai que sur le moment, je me disais, bon, je sais pas si c'est normal ou pas. Bon, c'est mon chien, mais voilà, on apprend à se connaître, quoi. Mais voilà, c'était un peu bizarre. Et je l'ai découvert bien plus tard. Et donc, je suis contente maintenant de me rendre compte à quel point notre relation a évolué. Mais je voulais revenir sur un truc que tu disais, qui était sur le lien, en fait, qui existe et qui est en construction. Et je pense que c'est ça qu'on oublie souvent. Pour moi, c'est devenu un peu le nerf de la guerre, en fait, quand on se prépare à avoir un chien. On prépare tout. On prépare tout le matériel, on prépare comment on va organiser ses journées, quand est-ce qu'on va le sortir, et qu'est-ce qu'il va manger, etc., etc. Mais on ne se prépare pas à ça, à ce lien qui va se construire, en fait, qui a besoin de temps pour se construire. Mais parce qu'on peut pas, on ne peut pas. Mais oui, c'est ça. On peut pas se préparer à ça, je pense, d'une certaine manière. Et parce qu'en fait, l'arrivée d'un chien... Alors, je pense que ce que je vais dire va pouvoir résonner pour beaucoup d'autres situations, mais l'arrivée d'un chien, ça chamboule un tas d'aspects différents. Ça peut être en termes de nos attentes, mais aussi de traits de caractère qu'on n'attendait pas et qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que ça pouvait générer chez nous. Dans l'énorme sac de qu'est-ce que ça génère chez nous, il y a aussi la charge mentale que c'est d'avoir un chien et qu'on sous-estime, et que moi, aujourd'hui, je ne sais toujours pas comment sensibiliser à ça, parce que j'ai l'impression que tant qu'on l'a pas, tant qu'on la vit pas, on peut pas en avoir pleinement conscience. Mais qu'est-ce que c'est que de ne vraiment plus vivre pour un et vivre pour deux, de tout prévoir en fonction du chien, de tout gérer en fonction du chien, parce que c'est ça, parce que c'est clairement ça. Oui, on perd une forme de liberté, une forme de... Voilà. Après, moi, je dis ça, mais... Enfin, voilà, moi, c'est mon 3e chien, donc disons que la charge mentale, je la connais. Mais c'était quand même quelque chose. C'est quand même venir tout rechambouler. Ça, c'est encore, pour moi, c'est encore un autre point qui est touché quand on accueille un chien. C'est qu'il y a un équilibre qui est présent et qu'on vient chambouler. Et il y a certaines personnes qui vivent très très bien ça, et d'autres où c'est plus sensible. En fait, pour moi, c'est pas l'idée de dire que c'est bien ou c'est pas bien, ou que c'est un problème ou que c'est pas un problème. C'est comme ça. Chacun le vit d'une manière différente. Si on veut essayer de comprendre pourquoi, faut aller voir un psy. Et comme ça, on va creuser sur... Alors déjà, qu'est-ce qui fait que j'ai ressenti tout ça? Et ensuite, d'où est-ce que ça vient chez moi, toutes ces émotions-là? Et comment est-ce que je fais, du coup, pour pouvoir mettre du sens sur tout ça et mieux comprendre ce qui m'arrive? Mais du coup, pour moi, c'est très... Ouais, c'est vraiment au cas par cas. Et c'est OK. Enfin, je veux dire, si on le ressent, c'est OK. Et voilà, on met du temps. On met le temps qu'il nous faut. Et puis... Mais du coup, ouais, pour moi, il y a toutes les attentes, tout ce que ça vient chambouler, etc. Et puis, la réalité, quoi, qui est des fois un peu moins glam que ce qu'on attendait. Ça. Ouais. Enfin, parce que tu vois, toi, par exemple, tu parles de ton chien qui n'était pas forcément super câlin. Moi, personnellement, c'est le contraire. Néliel, mais s'il peut fusionner avec moi, s'il pouvait devenir genre mon 3e bras, mais vraiment, je crois qu'on se repère mal le truc. Si je me couche, il essaie de venir dans moi, quoi. Il se et tout son corps doit toucher une partie de mon corps. C'est un truc de malade. Et je sais que ça paraît très chou. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui m'énervait. Je recevais des messages quand je mettais des stories et tout. Alors, je mettais tout doucement des stories avec des câlins, des trucs comme ça. Et tout le monde, ah mon Dieu, je rêverais d'avoir un chien comme ça, blablabla. Et moi, ça m'énervait parce que je me disais, mais je le vis pas comme ça. Parce que moi, je suis pas quelqu'un de très tactile. Et du coup, d'avoir une espèce de pot de colle, j'étais là, mais arrête. C'est un peu envahissant. Oui, c'est très étouffant. Et du coup, moi, l'énervement que ça générait chez moi, c'était juste le décalage des fois. Enfin, voilà, c'est toutes des émotions comme ça par lesquelles on passe, mais qui finalement participent. Et c'est un tout, un état d'esprit qu'on a. Parce que moi, là, c'était avec des personnes qui me suivent, mais ça peut être avec mon entourage. Et tout le monde qui me dit « Oh, mais il est parfait, il est vraiment génial, etc. etc. » Et moi, ça générait des sentiments très vifs chez moi, mais parce que j'avais envie de hurler que ça allait pas et que c'était difficile. Et que oui, il est parfait,
Mais moi, je le vivais très difficilement. Et du coup, forcément, ça crée un décalage dans l'échange qui n'est pas forcément facile à vivre. Ouais, c'est clair. Donc c'est un peu une période de décalage dans tout. Et puis c'est vraiment, voilà, si on se dit dans les échanges avec les autres, je suis en décalage, avec mon chien, je suis en décalage, avec les miens, je suis pas bien. Moi, on rajoute le fait que Nazca, elle était complètement... Faut que c'est super difficile pour elle puisqu'il la prenait comme un punching ball. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je vais faire? Tu t'es posé la question de qu'est-ce que tu allais faire? Oui, complètement. T'as envisagé, je sais pas, autre chose? Oui, totalement. Le replacement, ouais, je l'ai envisagé. Parce qu'en fait, il y a eu un moment où, du coup, moi, je discutais à droite et à gauche sur... alors là, c'était vraiment sur les problèmes de redirection. C'était pas tant sur l'attachement, parce qu'il y a un moment où ça s'est fait. Mais sur les problèmes de redirection qu'il pouvait avoir. Et ce qu'on me renvoyait à chaque fois, c'était « Mais Livia, t'es trop stressée, t'es trop angoissée, laisse faire, laisse gérer. » Et il y a un moment où, en fait, on me l'a tellement répété que je me suis dit « Ok, laisse gérer. » Et en fait, j'ai laissé gérer. Et c'est là où Nazca a commencé le lendemain, elle refusait de sortir, elle refusait d'aller dans le jardin, même si c'est l'endroit où elle mange. Qu'il y ait Néliel ou pas. Parce qu'en fait, c'est l'endroit où il s'excitait de fou. Et quand je dis qu'il s'excitait, c'est que du coup, en fait, il y a des fois où, comme je faisais autre chose parce que je peux pas être tout le temps en train de les surveiller, si tu veux, il y a des fois où je me retournais, je regardais dans le jardin, j'avais Nazca qui était couché sur le flanc, Néliel qui lui chope le ventre, qui secoue, il saute de l'autre côté, il chope le dos, il ressecoue. Mais à l'en faire saigner, etc., etc. Et quand je dis verrouiller, c'est que j'y vais à la main pour ouvrir la bouche. Parce que vraiment, dans un état, mais il n'y a plus un seul neurone fonctionnel dans le chien à ce moment-là. Et Nazca qui est juste couché et qui attend que ça se passe. Et du coup, c'est vrai que, alors moi, en plus de tous les vécus que ça me soulève, ça touchait aussi à un côté chez moi où, pour moi, ce qui est très important, mes proches sont très importants. J'ai pas beaucoup de personnes ou d'êtres vivants dans mon cercle proche. Mais alors, quand on y est, je suis très berger allemand là-dessus, hein, je suis en ultra-défense. Et de voir ma chienne dans cet état-là, pour moi, c'est des visions d'horreur. Du coup, Nazca, elle voulait plus aller dans le jardin. Elle voulait plus non plus aller dans le couloir pour sortir, s'il y avait Néliel. Parce que du coup, avant de sortir, il montait en excitation. Alors, on bosse les autocontrôles et le calme et tout, mais c'était un bébé, enfin c'est un bébé, donc c'est normal. Et dès qu'il y avait la moindre excitation, elle se couchait et elle attendait. Mais du coup, elle refusait de sortir. À l'intérieur, elle bougeait plus, quasiment plus. Enfin voilà, je voyais ma chienne s'effacer petit à petit. Et du coup, c'est vrai que là, par contre, j'ai commencé à demander à droite, à gauche. Et quand j'ai vu que ça dégénérait comme ça, j'ai dit non. Je dis non, mais là, je vais pas... Non, c'est pas moi qui ai un problème. Là, ma chienne me fait comprendre que effectivement, j'étais sur le bon chemin. Et du coup, j'ai repris une gestion un peu plus carrée. J'ai mis en place des séparations. En mon absence, Néliel était attaché aussi à l'intérieur. Il était attaché dans le jardin. Quand j'ai attaché, c'est que je le tenais en laissant. Mais du coup, je gérais, histoire qu'il ne puisse pas vraiment pas l'approcher. Et je gérais s'il devait rediriger sur autre chose, il redirigeait sur autre chose. Mais physiquement, je faisais en sorte qu'il ne puisse pas l'approcher pour rediriger. Dans les moments d'excitation. Du coup, voilà, j'ai dû mettre en place des trucs comme ça, mais effectivement, ça a participé au fait que l'attachement est dur, quoi. Ouais, c'est clair. L'attachement n'était pas fastoche. Bon, comment ça va maintenant? Nickel. Franchement, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais hier j'ai mis une vidéo où il y avait 2 trucs qui l'activaient énormément, donc tous ces moments d'excitation. Mais les 2 moments d'excitation ultra forts, c'était dès que Nazca se mettait à courir, ou dès qu'un chien d'ailleurs se met à courir. Alors là, il part en vrille. Ou dès qu'on était proche de l'eau. Et hier, pour la première fois, il m'a fait le cadeau. On était proche de l'eau et puis il s'est couché dans l'eau. Il jouait calmement. Nazca a pu venir à côté. Et il jouait à côté de Nazca avec l'eau. Mais il l'a pas redirigé une seule fois. Il l'a pas chopé. Il l'a pas... Petit à petit, on retrouve notre équilibre. Et je retrouve Nazca qui se permet de faire la débile, de courir dans tous les sens, de jouer, d'être elle-même. Et ça, c'est... Pépite. Ouais. Mais du coup, effectivement, pour rebondir là sur ce que tu m'as demandé avant, oui, bien sûr qu'à un moment, j'ai pensé. Je me suis dit, mais est-ce que si ça continue comme ça... Alors, pas dans le sens, je m'en débarrasse et il dégage. Mais je pense que c'est aussi important de déculpabiliser les moments où on se dit, est-ce que j'ai fait une connerie? Est-ce que j'ai bien fait de prendre ce chien? Est-ce que j'ai pas tout foiré? Moi qui devais être garante, finalement, d'un endroit safe pour mes chiens, est-ce que d'accueillir un nouveau chien, c'était une bonne décision? Si ça continue comme ça, qu'est-ce que je fais? Avec voilà, tout ce que ça implique, c'est-à-dire est-ce que je dois le replacer? Et puis du coup, moi, comme je vais très vite en penser, c'est d'accord, mais si je dois le replacer, comment est-ce que je fais? Chez qui? Quel type de... Enfin voilà, moi, je me projette beaucoup. Et du coup, j'étais beaucoup dans des... Je pensais à tout en même temps. Et pour moi, c'était plus... Je pense que j'y ai jamais pensé vraiment, vraiment. Mais en fait, je pense que c'est même pas important de penser à qu'est-ce qui était vraiment ou pas vraiment. C'est juste dans le vécu.
en soi, j'y ai quand même pensé. J'ai pu en parler autour de moi de manière très... Je pense que pour moi, dans mon vécu, c'était une manière de me dire, Livia, t'as une porte de sortie. Ouais, c'est important. Oui. De ne pas s'interdire des choses, de ne pas s'obstiner à s'offrir d'une situation sans chercher d'issue, même si ce n'est pas forcément des voies qu'on va prendre, mais en tout cas de savoir qu'elles sont là. Parce que je pense que c'est aussi quelque chose qu'on ne dit pas. D'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé dans le tout premier épisode avec Manon, justement, de se dire que c'est OK aussi des fois, même si ça fait pas longtemps que le chiot est là ou le chien est là, hein, parce que les deux fonctionnent, de se dire OK, je vais passer le relais en fait pendant quelques jours, je vais décompresser un peu, retrouver mon état émotionnel normal, souffler et puis revenir mieux, quoi, mais en capacité d'accompagner tout ça, d'accompagner ce changement. Et je pense que c'est un truc qu'on n'entend pas, en fait, qu'on n'entend jamais et qui est trop important. Bah, totalement. En tout cas, chez moi, c'est passé par plusieurs choses. C'est-à-dire que autant j'avais... je me suis entourée de personnes... pour moi, c'est des personnes ressources autour. Hein, mais quand je pense à Morgane et Cécile qui régulièrement me proposaient « Est-ce que tu veux qu'on le prenne chez nous pendant un week-end ? Comme ça, tu souffles ?» Moi, j'ai multiplié mes séances chez ma psy pour m'aider à bien mentaliser, parce que c'est ce que je sais très bien faire, tout ce qui m'arrivait. D'autres copines qui venaient elles me disaient « Écoute, moi, je te garde le chien, tu sors, tu bouges. » Il y a leur dog-sitter qui venait, qui est adorable, et qui venait, et puis qui s'en occupait, et qui me disait « Allez, sors avec les grands, tu dégages, je prends un temps pour toi. » Voilà, mais du coup, tout ça. Et puis, il y a eu aussi des moments où j'ai décidé de les mettre, je les ai mis en pension un week-end. Et je suis partie un week-end, je sais même plus où je suis partie, j'ai changé d'air. Je suis partie chez mes parents ou un truc comme ça en Suisse. J'ai fait un week-end sans chien. Un week-end où, du coup, en pension, j'ai demandé à ce que Néliel ne soit pas mis avec les deux autres. Parce que s'il redirigeait sur Nazca à ce moment-là, ça, c'est trop d'angoisse pour moi, trop d'angoisse pour elle, c'est pas possible. Du coup, il a été séparé. Ça lui a fait aussi un bien absolument incroyable. Parce que du coup, il a été mis avec d'autres chiens, il était trop content. L'officier de la pension adore Néliel, donc c'était vraiment le petit chouchou qui l'accompagnait partout et tout. Mais en fait, ça nous a fait un bien à tous. Django et Nazca avaient beaucoup plus de patience, parce qu'il faut dire que là, on parle de moi et de Néliel, mais en fait, pour eux aussi, c'est pas facile. Ils accueillent une petite terreur, eux qui sont bien là dans leur routine et dans leur calme. En plus, c'est des caractères qui sont quand même assez posés. Je leur ramène une tornade, c'est super. Ben ouais, c'est un peu le cadeau empoisonné, quoi. Donc voilà, même pour eux, ça leur a fait un grand bien. Néliel, ça lui a fait du bien de ne pas m'avoir sur le dos. Et puis moi, j'ai respiré aussi. Et puis on était tous, au retour, vachement plus enclins à... Enfin voilà, on a rechargé les batteries, quoi. Ouais. Et du coup, là, tu as envie de t'investir, de plein de trucs. Mais il faut prendre cette respiration pour pouvoir le faire. Ben oui, je pense. Et puis c'est quelque chose qui, du coup, je l'ai refait 2 ou 3 fois encore après, quand j'avais besoin de souffler, parce que c'était beaucoup, parce que voilà. Et du coup, je me suis organisée des week-ends à droite à gauche, et puis les chiens allaient en pension tranquillou. Et puis à chaque fois, ça se passait super bien. Et voilà, après, c'est vrai qu'il faut trouver la pension, mais je pense que des ressources, on peut en trouver d'une manière ou d'une autre. Et sinon, on peut adapter aussi aux chiens. Avec Anaïs, du coup, que tu as aussi rencontré, on en avait même parlé, parce que voilà, pour un chien, par exemple, qui peut être réactif humain, ou qui peut avoir des problèmes liés à la séparation, ça peut être plus compliqué de le mettre en pension. Du coup, si on ne peut pas se séparer du chien, on peut aussi s'organiser des temps qu'on va passer avec le chien et qui soient ultra ressourçants. Genre un chien qui a de gros problèmes de réactivité, on va se faire un week-end où on loue un chalet, je sais pas où, et puis il n'y a rien ni personne autour et on passe un temps avec son chien ultra cool. Et puis on se repose et c'est aussi une manière de recharger les batteries. Ouais, c'est clair de quitter un peu l'environnement quotidien pour... Ouais. Puis retrouver une forme de plaisir, parce que c'est ce que c'est, en fait. Enfin, c'est ce que c'est censé être aussi. Mais ouais, du coup, non, je pense que l'idée de souffler, c'est vrai que je l'ai rarement entendu. Et c'est quelque chose que, pour le coup, je travaille pas mal en séance avec des personnes. L'idée aussi, des fois, de dire, bon, bah maintenant, voilà, on a établi le plan de travail. On va maintenant travailler sur comment est-ce que vous allez souffler. Et alors là, pour les chiens qui peuvent être laissés à la maison et tout, c'est plutôt simple, parce que du coup, on peut dire, bah, on fait une bonne balade le matin, et puis après, on le laisse à la maison, et puis en tant qu'humain... ça fait partie du plan de travail, que vous ayez des moments où je veux que vous sortiez, je sais pas, vous allez au ciné, à un resto, ou je sais pas, je m'en fiche, mais vous allez faire un truc qui vous fait plaisir. Et quand on peut pas, c'est d'organiser des temps. Ok, mais qu'est-ce que vous aimez faire avec votre chien ? Qu'est-ce que vous aimez chez lui ? Et on fait plein de trucs. Ou de dire, parce que du coup la visio peut aider beaucoup aussi. J'avais une cliente comme ça où on avait acté que 2 fois par semaine, elle organisait avec des amis en visio des jeux de société. Une soirée jeux de société. Okay. Et du coup, c'était une manière pour elle de... Elle pouvait pas partir physiquement, mais du coup, elle partait... elle s'amusait quand même avec ses amis.
Ouais, c'est chouette. C'est une manière de couper. Ouais, c'est clair. Il y a un truc sur lequel je voulais revenir aussi et qui, sans refaire un cours sur l'attachement, Ouais. je pense que c'est important de rappeler aussi qu'il y a la qualité du lien d'attachement qui est en train de se créer quand un nouveau chien arrive dans un foyer et que ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte parce que ça vient questionner ce qu'est pour nous l'attachement, ce que ça rejoue aussi pour nous en tant qu'humains, l'arrivée de ce nouveau chien. Mais il y a aussi le fait qu'il y a un nouvel élément dans la maison et il faut composer avec. Quand je te disais qu'il y a un truc qui m'avait fait beaucoup rire, c'est que je voyais vraiment Nel comme le nouveau coloc qui vient. Ouais. Et c'est un nouveau coloc dans la baraque, mais qui est super à l'aise. Genre le nouveau coloc, au bout du 10e jour, il se balade en slibard dans toute la baraque, tu vois. Et toi, t'es là, c'est cool, mais il y a quand même... t'as brûlé des étapes, tu vois. Mais c'est juste l'idée de dire qu'il y a quelque chose du coup de nouveau, qui peut même paraître étrange aussi. C'est nouveau, mais c'est aussi bizarre. Et il faut savoir composer jusqu'à ce que ce bizarre devienne normal, et jusqu'à ce que vraiment, psychiquement, il soit vraiment intégré dans ton schéma. Et ça passe par vraiment, pour le coup, vraiment apprendre à connaître, à découvrir. Et ça, alors oui, ça passe par des activités, des sorties et tout, mais ça prend du temps aussi, surtout, de créer des liens. Et je trouve que c'est pas grave si ça se passe pas comme dans les livres où on te dit à partir du moment où ton chiot arrive, ça devient le meilleur ami du monde, de la terre. Vous allez créer un lien, il donnera sa vie pour toi. Que dalle, pas forcément. Et je trouve que c'est aussi ok pour ça. Et puis en termes psy, je trouve que ça rejoint plein de mécanismes de deuil, par exemple. Tu vois, de faire le deuil du chien imaginé, projeté, rêvé, mais non seulement du chien, mais aussi de la relation. Là, tu vois, t'en parlais toi, mais tu vois, l'idée de la relation du chiot qui arrive et qui te fait plein de câlins et puis on dort ensemble et tout, là, toi, tu t'es retrouvée... non. Tu te retrouves face à un électron libre. Merde. Ouais, et lui, il est là, non, dégage, toute seule. Et du coup, tout ça, c'est aussi... tu passes par des processus de deuil qui sont pas forcément faciles et qui impactent la relation et qui impactent le lien d'attachement, forcément. Effectivement, sans refaire un cours sur l'attachement, mais l'attachement, c'est vraiment où il y a un besoin et puis quelqu'un vient répondre à ce besoin-là. Mais qu'est-ce qu'il y a plein de choses qui peuvent faire que tu n'es pas en capacité de répondre aux besoins du chien à ce moment-là. Moi, de toutes les raisons que j'ai énoncées depuis le début, on fait que, par exemple, sur le besoin affectif et tout de Néliel, j'étais pas au rendez-vous. J'étais pas capable de lui faire tous les câlins qu'il voulait parce que pour moi, c'était déjà trop. C'est là où des personnes ressources auraient été super parce que alors Morgane s'est donné à cœur joie de venir et de lui remplir ce besoin de fusion physique. Mais oui, du coup, forcément, tu vois, ça a un impact sur ta capacité à répondre à ce besoin, à énoncer aussi tes besoins, aussi à te gérer émotionnellement. Forcément, si t'es un peu plus à cran émotionnellement, t'es aussi à cran dans toutes tes réactions, dans tous tes vécus, dans tout. Là où, du coup, le besoin de faire des pauses est super important à respecter. Ouais. C'est vrai que c'est ça, en t'entendant le dire, effectivement, sur ses besoins à soi, sur son état émotionnel. Tu vois, avec du recul, je me dis que ouais, j'étais vraiment trop sous pression, quoi. Tu vois. Il y a des fois où j'ai pu surréagir, alors que ce soit par rapport à Charlie ou complètement de manière redirigée sur mon mec. Désolée. Mais ouais, parce que c'est beaucoup, quoi. C'est un vrai chamboulement. Voilà, j'en ai la larmichette qui monte. Ouais. Mais non, et puis c'est pas qu'on le sous-estime, mais on le connaît pas. Donc non, c'est assez impressionnant des fois. Enfin, moi, je sais que je le partageais beaucoup et à chaque fois, ça me faisait rire parce que j'avais plein de messages où je disais, voilà, aujourd'hui, j'avais les émotions à plat et le moindre truc, je m'asseyais et je pleurais, quoi. Mais ça pouvait être, je suis au milieu de la rue, il y a un truc, je sais pas, qui me vient en tête ou quoi, je m'assieds, je pleure, je repars. Mais vraiment, la nana où tu te dis, mais... et ça, c'est pro et psy, quoi. Mais c'est surtout que c'est avant tout humain. Et ouais, c'est vrai que j'avais pas mal de messages, genre, oh là là, de savoir qu'un pro peut passer par là, ça me fait du bien. Et alors, d'un côté, je me disais que c'était cool parce que ça sensibilise au fait que t'es pro, mais t'es aussi humain. Et de l'autre côté, il y avait Livia humaine qui était là, genre, mais arrêtez. Vous me mettez encore plus à mal. Mais de prendre le côté que c'est cool parce que ça sensibilise. Et que c'est pour ça que je suis sur les réseaux, d'ailleurs. Mais oui, forcément, en tant qu'humain, je trouve que c'est une énorme pression. Et puis du coup, c'est dur d'être sur tous les fronts. Ouais, et puis pour en revenir un peu au sujet de l'éducation de son chien là, qui arrive, parce que le but, le gros enjeu quand il arrive, c'est aussi de
qu'il apprenne tout ce qu'il a à apprendre, qu'on apprenne à vivre ensemble, certes, mais qu'il apprenne aussi, lui, ce qu'il doit apprendre pour s'intégrer dans notre vie. Je trouve que ça aussi, c'est un vrai sujet parce que, si on n'est pas bien ou stable ou assez chill, on va dire, c'est compliqué aussi de faire de l'éducation positive là-dedans. Tu vois, des fois, ça peut être... franchement, moi, j'étais convaincue, j'étais pas aussi connaissante, sachante qu'aujourd'hui, mais il y a des fois, tu as envie de le jeter par la fenêtre, en fait. Tu te dis, mais arrête-toi, bordel. Tu vois. Et ça, c'est très compliqué. Et je trouve que... je pense que c'est en ça aussi que c'est hyper important de se faire accompagner. Et tu le disais, toi-même, tu te fais accompagner par plusieurs pros pour l'arrivée de ton chien, alors même que tu as 2 bergers allemands quand même. Tu sais ce que c'est que les chiens, non? Ben ouais, je sais ce que c'est que les chiens, mais là, c'est vraiment en termes humains qu'on vient m'aider. Oui, ouais. Tu vois. Non, mais c'est ça. Ouais. Et c'est ça aussi que je trouve vraiment chouette, c'est de se dire, c'est important en fait de se faire aider, et que ça soit ton premier, que ça soit ton deuxième, que ça soit ton 10e chien, parce que t'es pas forcément tout à fait toi à ce moment-là. Et que ça fait beaucoup, quoi, pour une seule personne humaine de gérer tout ça. Ah, mais totalement. Et par exemple, sur tu vois, les scènes dont je te parlais avant, tu vas devoir ma chienne étalée sur l'herbe et de l'avoir en souffrance et un peu en capacité. Il y a des fois où je faisais sortir Djanguito parce que je sais qu'il pouvait calmer le jeu, alors que c'est pas sa place, ça doit pas être son rôle, que ça devait être à moi de gérer, que vraiment je lui demandais des trucs. Enfin, tu vois, pour moi, pour moi, j'étais plus en capacité de remplir ma fonction. Ouais. De guide à ce moment-là, et il est venu prendre le relais alors que c'était pas sa place. Mais j'étais pas en capacité. J'étais dans un état où, franchement, les vécus de violence que ça me soulevait, de violence passée pour moi, etc., c'était trop dur. J'en tremblais, j'en pleurais, de me dire mais qu'est-ce que je viens de voir là ? C'était trop compliqué. Et du coup, d'avoir des personnes à côté qui peuvent m'aider aussi, dans qu'est-ce que je peux mettre en place pour moi, c'était super important. Parce que ça, pour le coup, c'est vraiment le truc. Alors, effectivement, quand on est à cran émotionnellement, de faire, entre guillemets, de l'ultra positif, c'est pas facile. Et encore, je suis pas forcément d'accord, parce que pour moi, on peut quand même faire du positif si on n'est pas le Dalai Lama. Et ça, c'est vraiment un truc qui me... Oh punaise, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je vois énormément de comptes de pros ou de non-pros ou de personnes qui sont pas pros mais qui se prennent pour des pros, ou des personnes, on s'en fiche, mais qui connaissent des trucs et qui sont suivies par beaucoup de personnes et qui balancent des phrases comme ça où c'est du genre on peut pas choisir nos connaissances, mais par contre c'est nous qui choisissons si on s'énerve ou pas, ou si on reste maître de nos émotions ou quoi que ce soit. Et ça, ça me met dans un état de colère, mais c'est un truc de malade, parce que pour moi c'est de la malveillance pure et dure. Ça, c'est comment culpabiliser une personne en se faisant passer pour un saint à côté. Genre qui ne s'est jamais énervé à un moment ? Qui n'a jamais dit « Putain, merde, le chien, tu me fais chier ?» Je veux dire, moi, Néliel, pour moi, il s'appelle aussi Cassos, quoi. Je veux dire, il y a des fois où... pour lui, c'est le même prénom, je pense. Mais c'est des trucs où, je veux dire... c'est aussi normal d'être à bout émotionnellement. Et autant on peut prôner le fait d'accompagner et de guider le chien sur sa gestion émotionnelle et tout. Mais si on n'est pas là pour le faire pour l'humain, on sert à rien. Et pour moi, on ferait mieux de se taire. Parce qu'en fait, on fait vraiment du mal en faisant ça. Moi, je me mets dans la peau de quelqu'un qui n'a pas le bagage émotionnel, humain et même théorique que moi, pour le coup, par exemple, à ce moment-là. Mais je lis des posts comme ça, mais j'ai envie de me flinguer. C'est tout ce que j'ai envie de faire. Je me dis, mais je suis un monstre, je suis nulle, je ne suis pas capable de gérer un chien, j'aurais jamais dû prendre un chien parce que je ne suis pas en capacité de le gérer. Enfin, tu mets vraiment le doigt sur ce que j'ai pu ressentir, et j'ai des souvenirs très très précis de situations très précises avec Charlie quand il était tout minus là, où je me disais mais putain, mais t'es conne quoi. Tu vois, genre t'arrives pas et tu t'arriveras pas et tout, et alors qu'en fait je pense que c'est pour pouvoir garder de la bienveillance, pour pouvoir garder une manière de gérer. Effectivement, c'est trop important, mais faut s'entourer, quoi. Enfin, faut pas rester dans son truc à se dire il n'y a que le positif et bienveillant dans la vie. Oui, effectivement, c'est ce qui doit primer, mais il faut passer le relais, c'est aussi une forme de bienveillance. Mais totalement. Mais au-delà de passer le relais, pour moi, c'est le positif et le bienveillant, oui, mais autant envers le chien qu'envers l'humain. Et c'est-à-dire que si je guide l'humain sur comment est-ce que tu peux guider ton chien pour qu'il apprenne à se gérer, je veux aussi guider l'humain sur est-ce que tu veux qu'on trouve ensemble des choses pour que tu arrives aussi à gérer ces moments de tension.
que ce soit des trucs anti-stress, que ce soit des fois de guider vers un psy aussi, parce que c'est aussi une grande aide, mais que ce soit aussi de dire, ok, mais toi, qu'est-ce qui te défoule à ce moment-là? Enfin, je sais que quand on est avec Morgane et Cécile, franchement, c'est la balade des Chartiers. Toutes les 2 secondes, on peste. Il y a une insulte qui part toutes les 2 secondes. Mais c'est notre manière de gérer le fait qu'on a 7 chiens, qu'on est à 3, qu'il y a un itinéraire, que ci, que ça, et du coup, on est là... Putain, Cassos, la merde, le truc, cette balade, elle est pourrie, on se fait chier, on n'a jamais dû faire ça. Mais du coup, c'est tout un truc, mais en fait, on décharge aussi. Et on reste toujours en mouvement, on reste dans une gestion, on reste dans une forme de bienveillance, mais aussi une forme d'acceptation de qui on est. Et je veux dire, si les seules personnes qui pouvaient avoir un gamin ou un chien étaient des personnes qui ont une totale maîtrise d'elles-mêmes, etc., bon, l'espèce s'éteindrait très rapidement. Mon idée, c'est pas de dire que, voilà, il faut se décharger, il faut tabasser le chien ou voilà, faire des trucs qui sont vraiment, pour le coup, dans du coercitif et dans de la violence physique ou psychologique, enfin, tu vois, voilà, différentes choses, parce que nous, on n'est pas bien. Non, mais c'est de dire qu'il y a un moment, il faut aussi accepter ce qui vient de nous et trouver des manières qui soient constructives de pouvoir se gérer aussi. Moi, je me souviens que j'avais vu une nana qui m'avait dit faut prendre sur toi. J'étais là, ah bah merci. Ok, je suis donc une merde. Je disais là, genre, ok, mais là, moi, en ce moment, ça va pas, parce que c'est vrai que j'arrive pas, parce que je suis à bout, quoi, et j'arrive pas à me gérer. Bah, prends sur toi. Eh bah, super, je vais grave mieux. Non, mais c'est... Et je sais que ça paraît... Enfin, là, tu vois, j'en rigole et tout, mais sur le moment, ça m'a fait pleurer. Ouais. Parce que je me disais, waouh, c'est si simple pour elle de répondre ça comme ça veut dire que ça devrait être simple de le faire, et moi, j'en suis incapable. Et du coup, pour moi, non, c'est super difficile pour les personnes. C'est pour ça que pour moi, il y a vraiment un accompagnement qui doit être double, quoi. Et d'être en capacité de... Si on n'est pas en capacité de se protéger soi-même aussi de ce genre de personnes, d'arriver de s'entourer de personnes qui peuvent nous aider là-dedans. Dans l'épisode qui sort aujourd'hui, c'est l'épisode donc avec Anaïs où on parle d'anxiété de séparation, enfin en tout cas de problèmes de comportement liés à la séparation et à la solitude. Et on appuie notamment sur le fait que c'est très isolant et très culpabilisant comme situation. Et en fait, je pense que ça se retrouve aussi beaucoup dans l'arrivée d'un nouveau chien dans sa maison. Parce que on a envie d'être là, on a envie de tout faire, on se met une pression énorme. Donc on est un peu tout seul aussi dans notre truc parce que tout le monde autour a bien identifié que c'est bon, elle va avoir son chien, elle va être à fond dedans, donc on va la laisser gérer son truc. Où personne ose trop venir, s'immiscer, etc., etc. Donc on est tout seul et en plus de ça, on culpabilise vite de tout ce qui nous traverse, quoi. Ouais, non, c'est pas facile de réussir à sortir de tout ça. Mais après, tu vois, encore une fois, je veux bien dire que pour moi, il faut pas dire que c'est pas normal et tout, tu vois, d'avoir de la pression. Franchement, factuellement, c'est normal d'avoir de la pression, d'avoir de la charge mentale et tout. On n'y échappe pas, qu'on le veuille ou non, on n'y échappe pas. C'est juste que si on se retrouve en difficulté par rapport à ça, et d'arriver à s'entourer de personnes qui viennent nous aider. Voilà, pour moi, c'est au même titre qu'on dit que quand le chien est en difficulté, on vient l'aider, le guider, on vient vraiment, tu vois, l'étayer pour qu'il passe au mieux ce moment-là. C'est la même chose pour l'humain. Et franchement, j'ai vu des dégâts faits par des pros, que ce soit en positif. Alors les coercitifs, tradis, on n'en parle même pas. Mais des pros en positif, j'ai vu des dégâts où moi, ça m'a fait vraiment de la peine. Il y a des fois, en séance, j'avais les larmes aux yeux. Parce que je me disais, mais en fait, la personne ne s'en rendait pas compte, hein, mais je pense que c'est le bagage psy qui me donnait aussi cette lecture-là. Mais je me disais, en fait, de ce qu'elle me décrit là, la pro qu'elle a vue avant a fait des dégâts dont elle n'a même pas idée. C'est-à-dire que là, humainement, elle a effracté cette personne et l'a remise en question sur toute son estime d'elle-même, sur un tas de choses, juste parce qu'elle a fait de la merde au niveau de l'accompagnement. Et tu te dis, franchement, d'en arriver là, c'est lourd. C'est lourd. Et la personne ne s'en rendait pas compte que c'était pour ça. Et moi, ce n'était pas forcément très important de le pointer. En tout cas, là, tout de suite. Donc, c'est plus dans l'accompagnement où je vais le pointer un peu plus tard en disant, tu vois, ça ne vient pas forcément de toi. Mais ça vient aussi de toutes les idées reçues que tu as pu recevoir de différentes manières. Parce que voilà, mais on s'en passerait vraiment volontiers. Franchement. Je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur le sujet, mais en quelques mots, j'aimerais souligner avec toi le lien qui est hyper étroit quand on se forme au métier de comportementaliste ou d'éducateur canin avec la psychologie humaine, parce que, encore une fois, on n'est pas là pour éduquer des animaux, mais pour transmettre à des gens et accompagner des gens. Et en fait, t'as tout dit là, en fait, je pense,
sur les dégâts qui peuvent être faits quand on n'est pas initié à ça. Quand on n'est pas sensibilisé, en tout cas. Et c'est pour ça que, par exemple, dans la formation humanimalisme, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, et c'est pourquoi j'avais accepté d'être formatrice, c'est parce qu'il y a réellement une volonté de transmettre aux pros un bagage pour dire, regardez, n'y allez pas les mains vides, parce que vous pouvez faire des dégâts, et faites bien attention à ce que vous allez faire. Parce que c'est une chose de connaître l'animal, mais là, le but, c'est que l'animal, je peux lui apprendre ce que je veux. Si je guide pas correctement l'humain, j'y arriverai pas. Ça va pas servir à l'animal. Moi, ça va me mettre en échec aussi professionnellement parlant. Et l'humain, humainement parlant, je le mets 6 pieds sous terre, quoi. Donc, pour moi, c'est important parce qu'en fait, quand on va... Donc, on a bien compris que l'idée, c'est de travailler auprès de l'humain. Et c'est pas juste auprès de l'humain, c'est auprès de l'humain sur quelque chose qui est ultra intriqué à sa vie personnelle. Parce que du coup, si on comprend tous les enjeux relationnels qu'il peut y avoir entre un chien et un humain, de venir toucher à ça, Dieu sait les répercussions que je peux avoir. Et du coup, il faut vraiment que j'y aille doucement et en étant respectueuse de la personne, de son rythme, de ses capacités, de sa capacité d'adaptation. Enfin voilà, il faut vraiment que moi, je sois vraiment en capacité d'identifier et de m'adapter et de guider au mieux, sans forcer, sans trop brusquer non plus. Alors des fois, on brusque un petit peu par la force des choses, mais sans brutalité en tout cas. Parce que sinon, j'arrive à rien et je fais des dégâts qui peuvent être importants. Parce que le chien peut avoir, pour une personne, une place qui est vraiment très importante. Parce qu'il y a quand même une idée, qu'on le veuille ou non, pour moi, mais une forme de maternage, une forme de... Je veux dire, tous les liens avec le chien, quand on est en tout cas dans une idée d'éducation positive, tu vois, on est dans tous ces enjeux relationnels de je respecte l'autre, je fais attention à ma communication, je m'adapte à l'autre, etc., etc. Tout ça, ça peut très facilement faire écho à... Est-ce que moi, on a été guidant avec moi comme ça? Est-ce que moi aussi, j'aurais pas aimé qu'on soit comme ça avec moi? Est-ce que je l'ai été aussi avec d'autres, pour des personnes qui ont des chiens mais qui ont aussi des enfants? Moi, ça m'est arrivé en consultation, il y a des enfants qui débarquent et qui disent « Ouais, maman, j'aurais bien aimé que tu essayes de me comprendre autant que le chien. » Et toi, t'es là au milieu, genre « Ah, je vais disparaître. Je vous laisse discuter. » Tu vois, tous des trucs comme ça, et c'est fort, et c'est important. Et que ce soit conscient ou inconscient, ça peut faire écho à des choses qui sont, tu vois, super fortes. Et pour moi, il faut vraiment... Alors, voilà, c'est pas l'idée de dire que si on veut être comportementaliste canin ou je sais pas quoi, il faut être psy à côté, mais un minimum sensibilisé à ça, à des techniques de communication qui viennent traduire une forme de posture professionnelle. Ça, c'est... Ouais, ça, il faut. Ouais, mais c'est vrai que pour moi, ça a été le gros waouh de cette formation. Je pense qu'il a été là, sur ce module de psychologie humaine et sur cette sensibilisation qu'on a eue au sujet. Et je pense que ça a changé beaucoup de choses pour moi et dans ma façon de voir les choses et tout ça. Donc, c'est vraiment très cool. Et je voulais souligner cette importance-là dans cet épisode parce que, bon, en plus, j'en profite devant ma prof pour le faire. Mais ouais, non, c'est vraiment important, je crois. Ouais. Je pense pour le coup, alors autant professionnellement que humainement. Parce que si on se fait la démarche de comprendre l'autre, on fait la démarche de se comprendre aussi. Et d'être en capacité de dire ok, mais qu'est-ce qui fait là que ce comportement-là chez l'autre, ça me met autant en difficulté. Et alors là, on ouvre une boîte de Pandore. Des fois, je rêverais de ne jamais l'avoir ouverte. D'un autre côté, c'est richissime. Je pense que ça marque vraiment un tournant dans les chemins professionnels de chacun. Et personnels aussi, du coup. C'est clair. Donc, on va passer maintenant à la partie conseils. Qu'est-ce que tu dirais, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui s'apprête ou qui vient d'accueillir un chien ou un chiot? Alors, je sais pas comment les autres l'appellent, mais moi, je sais que je fais beaucoup de ce qu'on appelle de rendez-vous pré-adoption. Où c'est vraiment un rendez-vous où c'est vraiment une séance où on reprend toutes les bases, donc vraiment les besoins fondamentaux, les signaux de communication, les mécanismes d'apprentissage, donc qu'est-ce que c'est que le renforcement positif, négatif, mission positive, négative, enfin voilà, vraiment tous les premiers apprentissages à mettre en place. Et je garde toujours un temps où je parle et j'essaie de sensibiliser. Alors souvent, je le mets des fois dans les besoins sociaux. Quand on parle des besoins fondamentaux et que je vais parler de tout ce qui touche aux besoins sociaux des chiens, j'essaie de faire des ponts aussi avec les relations humaines, sans pour le coup passer dans l'anthropomorphisme, mais j'essaie, tu vois, de lancer des idées et puis je vois si la personne, elle accroche ou pas avec le fait qu'il peut y avoir plusieurs choses qui peuvent se jouer à ce moment-là. Je regarde si elle est sensible par rapport à ça. Et il y a des personnes qui me demandent vraiment, des fois, mais comment est-ce qu'on gère l'arrivée du chien ? Et c'est là où c'est important d'avoir une écoute différente à mes yeux, parce que c'est pas juste comment est-ce que je gère la logistique, c'est
si ça fait du stress, si je stresse, si ça va pas. Et c'est là pour moi où on peut parler des moments de pause, de la charge mentale, de toutes les aides auxquelles elle peut faire appel pour l'aider. Et vraiment là pour le coup au propre de sa situation, etc. etc. Et je pense que ça c'est vraiment... Ça déjà c'est une bonne base. Parce que déjà on a une bonne compréhension du chien. Et puis on peut aussi parler de plein de petites choses autour, des fois un peu plus émotionnelles, pour mieux appréhender le moment. Bien commencer, pour avoir les bonnes clés. On est beaucoup à dire qu'on aurait beaucoup aimé avoir toutes ces infos-là au début. Du coup, en dehors de ça, déjà bien se préparer au niveau théorique, de chercher vraiment un pro avec lequel on se sente bien pour parler de différents domaines et différentes choses, pour s'aider. Il y a certaines personnes qui me demandent, soit une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines, un petit rendez-vous d'une demi-heure. C'est genre une séance individuelle qu'on coupe en 2, mais juste pour parler, et elles me disent qu'est-ce qui les traverse, puis on en discute, et c'est juste histoire d'avoir un endroit où le déposer. Mais en fait, je pense que d'une certaine manière, c'est de savoir s'entourer ou d'arriver à s'entourer, que ce soit de professionnels, d'amis, de famille, qui soient vraiment à l'écoute et bienveillants, et avec lesquels on puisse vraiment discuter et déposer ce qui nous traverse à ce moment-là, retrouver de l'aide aussi. Et de faire le travail et la démarche, je pense, en amont, d'être au clair avec qu'est-ce qui peut être difficile pour nous, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, parce que c'est pas toujours facile de demander de l'aide. Et puis s'apprêter à vivre un chamboulement. Je vais maintenant te poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir des chiens, et qu'est-ce qui t'apporte ou t'apprenne au quotidien? J'ai doublé la dose de Xanax quotidiennement. Non, je savais. Tout. En fait, moi, je pense que j'ai investi l'univers canin et les relations avec mes chiens comme des ponts pour m'aider à moi me guérir de mes vécus. Je pense que chacun d'entre eux est vraiment un lien à des choses que moi j'ai vécues et qui ont été jusque-là de l'ordre de l'innommable, tu vois, pour moi. Et ils me permettent de travailler là-dessus. Pas toujours de manière bienveillante, je dois le dire. Je crois que je suis la seule en positif dans cette baraque. Mais je pense que c'est ça, moi. La remise en question, mais profonde. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs? Du coup, jusque-là, j'en avais pas forcément. Ça m'est venu en parlant. Les 3 petites vidéos de la chaîne YouTube PsychoQuack. Donc Psycho, P-S-Y-C-H-O. Quack, C-O-U-A-C. Qui est un psychologue qui fait des vidéos juste géniales. Et il a fait 3 vidéos sur l'attachement. Et plein d'autres vidéos sur plein d'autres thèmes. Mais qui sont super pour peut-être réussir des fois à comprendre et à éveiller certains points qui peuvent nous arriver. Je recommande plus, elles sont top. Oui. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre tes aventures? Alors du coup, que ce soit pour suivre mes aventures ou discuter, parce que je suis assez ouverte à la discussion sur plein de points, voire même me demander, tu vois, si c'est pour des ressources pour tu vois, d'autres psys ou autres... si on sent qu'on en a besoin, parce que je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer des fois le besoin de soutien émotionnel et psychique. Je dirais la page Instagram ou Facebook, toujours le même nom, en Psychopause. Ok, ça marche. Je mettrai tout ça en barre d'infos. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Livia. Merci à toi. C'était très très cool. Je pense qu'on pourrait continuer encore des heures comme ça. Bon, merci beaucoup en tout cas, et à bientôt. À bientôt. Salut. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Livia et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qu'il pourrait aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @psychopause_ et @lanicheaventure. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr. Enfin, pensez à vous abonner sur Instagram pour suivre nos aventures et ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine!